Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va parler d'émancipation financière au féminin avec mon invité du jour qui est Karine, l'auteure du guide d'émancipation financière récemment paru aux éditions Maxima. Bonjour Karine. Mais avant de Bonjour passer à Ophélie. cette interview et de vous livrer les clés pour justement améliorer votre relation à l'argent et devenir libre financièrement, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de la liberté financière. Alors Karine, un livre, c'est toujours un déclencheur et une histoire. L'histoire de quelqu'un, l'histoire d'une rencontre. Et justement, pour lancer notre sujet du jour, j'aimerais te demander un petit peu de te présenter et de nous expliquer comment tu en es venu à écrire ton premier livre. Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Karine Bianza, j'ai travaillé pendant 16 ans dans le marketing et en parallèle de mon activité, voilà, j'ai fait pas mal d'investissements et il y a eu effectivement deux déclics. Donc, le premier déclic par rapport à l'argent, c'était quand j'ai commencé à travailler, à toucher mes premiers salaires. Donc, j'étais étudiante avant et j'avais des revenus d'étudiante. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée avec un salaire d'adulte qui me semblait extrêmement important. Et, euh, et très vite, au bout des premiers mois, je me suis rendu compte que j'avais très régulièrement des petits découverts, de 100, 200 euros. Et à chaque fois, je ne comprenais absolument pas comment j'en étais arrivée là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je développe mes connaissances en matière d'argent. Et c'est là que tout mon parcours a commencé, avec des livres, puis des formations et petit à petit le développement de mon réseau. Donc j'ai commencé à investir dans les produits financiers, puis dans de l'immobilier, jusqu'à effectivement développer un beau patrimoine. Et donc, il y a eu un deuxième déclic qui a été l'écriture de ce livre. Au bout de quelques années, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, j'ai eu une discussion avec ma sœur qui a une petite fille, hein, que j'adore, ma petite nièce, et elle me posait la question de comment elle pourrait éduquer sa fille afin qu'elle aussi puisse avoir une bonne situation financière plus tard. Et quand j'ai voulu lui répondre, je me suis dit que ça allait être compliqué de répondre en quelques phrases. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre. Parce que les biais genrés liés à la relation à l'argent, chez les femmes, ils sont partout. Moi aussi, si j'ai créé Frico Féminin, c'est aussi parce que je suis maman et qu'une fois ma fille est revenue du collège en me disant, maman, j'ai compris qu'à l'école, on n'expliquait pas comment gagner de l'argent, comment le gérer et comment le multiplier, c'est-à-dire l'investissement. Elle avait bien raison. Je me suis dit, bah tiens, moi ça je sais faire. Donc c'est ça que je vais transmettre aux autres. Il y a d'autres femmes qui se posent ces questions-là. Et d'ailleurs, les femmes que j'accompagne sont nombreuses à se poser cette question-là. Pourquoi? Bah déjà, la première des choses, c'est historique, c'est-à-dire la génération d'avant, c'est-à-dire nos mères. Ma mère, c'est la génération de 65, celle qui a eu le droit d'en gagner et de commencer à en disposer librement, on ne leur a pas appris à devenir de fines gestionnaires et à s'autoriser à aller chercher l'argent où il est et à le multiplier. C'est pas des choses que nos mamans évoquaient. Or, la transmission se fait beaucoup par les mères et par les femmes. Complètement. C'est vrai qu'en France, l'histoire des femmes et de l'argent est relativement récente, hein. Ça fait, comme tu l'évoquais, une soixantaine d'années que les femmes ont le droit d'avoir un travail rémunéré sans l'autorisation de leur mari et d'avoir leur propre compte en banque. Donc c'est une histoire qui est récente. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de biais de genre dans la manière d'aborder l'argent avec les petites filles et avec les petits garçons. Je parle effectivement de l'enfance parce que les biais de genre commencent à cette période-là. Il y a des études en France et au Royaume-Uni qui ont montré que déjà dans l'attribution de l'argent de poche, on a tendance à donner un petit peu moins d'argent aux petites filles qu'aux petits garçons, et surtout la manière dont on va rétribuer le bon comportement des petites filles et le bon comportement des garçons n'est pas le même sur le plan financier. On a tendance à donner un petit peu d'argent à un garçon quand il se conduit bien, quand il va mettre la table, avoir de bonnes notes, et on ne va pas forcément en donner de la même manière à la petite fille. C'est un peu comme si dès l'enfance on, on habituait la petite fille à se comporter, à bien se comporter et à ne pas finalement obtenir autant qu'un garçon. Et c'est vrai que ces biais de genre, ils vont continuer par la suite à l'école. On connaît tous ce sujet de l'orientation des filles à l'école qui a tendance à se faire vers des filières qui mènent vers des métiers moins bien rémunérés, là où les petits garçons vont plutôt s'orienter vers des filières scientifiques. Et par la suite, à l'âge adulte, il y a de nouveaux biais qui se mettent en place, notamment dans l'entreprise, dans la manière d'évaluer, de promouvoir et de rémunérer les femmes. Donc c'est véritablement tout un parcours avec plein d'obstacles que les femmes traversent tout au long de leur vie. Et je pense que c'est essentiel, et j'essaie de le faire à travers ce livre,
de mettre en lumière tous ces biais de genre, tous ces stéréotypes qui peuvent exister et qui vont empêcher les femmes de se développer. Le problème aussi, c'est que la plupart des personnes n'en ont absolument pas conscience et continuent quelque part à renvoyer ça à leurs enfants. On continue à renvoyer ça à nos fils et à nos filles. C'est très très franco-français. Justement, on évoquait la question de l'éducation financière. Alors, il n'y a pas d'éducation financière à l'école en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On ne nous en parle pas dans les familles parce que souvent c'est un sujet qui est assez tabou, voire évoqué de manière très très négative. La plupart des parents n'ont pas d'éducation financière eux-mêmes, pensent savoir faire, mais la seule chose qu'ils font, c'est de faire rentrer de l'argent et en faire ressortir. Et on voit que c'est aujourd'hui extrêmement problématique. On le voit dans les débats politiques où il y a très peu de personnes qui préparent leur retraite. Or, la génération qui arrive, il va leur falloir savoir faire ça. C'est déjà notre cas pour notre propre génération. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui se rendent compte qu'en fait, en ne se souciant pas des questions d'argent, elles se sont mises en insécurité financière. Donc, faire son éducation financière aujourd'hui, c'est quelque part un incontournable pour se sécuriser et sécuriser ses enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-vous pour la génération d'après. Et ça passe par des notions de base assez basiques que sont l'inflation, cette manière qu'a l'argent de fois de perdre de la valeur, que sont le fait de distinguer un actif ou un passif, que sont le fait de savoir distinguer une bonne dette et une mauvaise dette, et des petites notions de base telles que l'épargne de précaution, l'effet levier et les intérêts composés. Si vous savez ça, déjà, vous en savez plus que 98% des personnes sur cette planète. Complètement, et ce sont des notions que j'aborde dans ce livre-là. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est dans tous les pays du monde, mais en France, on va parler de ce qu'on connaît, il y a une manière d'aborder l'argent qui est faite notamment par toute l'industrie de la finance, qui est parfois inutilement complexe. Il y a tout un jargon qui est très hermétique et qui fait penser aux gens qu'avec c'est pas pour eux. Alors qu'en fait, comme tu le dis, il y a quelques notions de base qui sont très simples à comprendre. L'inflation, les bonnes dettes et mauvaises dettes, les intérêts composés. Il faut vraiment comprendre de quoi ils retournent. Et quand déjà on maîtrise ça, on est capable de prendre des décisions assez simples et de comprendre ce qui se passe avec notre argent au quotidien. Oui, et ça, c'est aussi le biais ce que tu appelles des experts. Hein. Alors moi, je suis économiste, mais pour autant, je fais jamais des sujets techniques. Et ça tombe très bien, parce que les sujets techniques sont ceux qui marchent le moins. Forcément, c'est barbant. Et je pense que c'est pour ça que les femmes ne vont pas, notamment sur les blogs et sur les médias spécialisés sur des sujets économiques. Pourquoi? Parce que c'est présenté de manière, entre guillemets, très chiante. Exactement. C'est exactement c'est rébarbatif, c'est froid, effectivement, c'est pas engageant. Donc il y a vraiment, je trouve quelque chose à trouver, et on voit que petit à petit ça commence à bouger. Il y a de plus en plus de banques, d'acteurs de l'épargne, de l'investissement, qui commencent à se poser la question de comment ils peuvent mieux parler à un public plus large, et notamment mieux intégrer les femmes qui ne sont pas forcément familières avec ces sujets et qui ont peut-être envie qu'ils soient traités différemment. Et ça renvoie à cette question qui est comment on s'entoure et quelles sont les informations face auxquelles on se met justement pour libérer notre relation à l'argent. Parce que là, il ne faut pas vous méprendre, c'est-à-dire que si vous ne vous intéressez pas au sujet lié à l'argent, vous n'améliorerez jamais votre situation financière. Donc c'est très important de s'entourer de personnes qui sont saines financièrement, de personnes qui ont réussi, et de prendre des conseils uniquement de personnes qui ont réussi sur ces sujets, qui ont réussi à avoir ce que vous aimeriez avoir et la vie que vous avez envie d'avoir. Parce que je rappelle une chose, c'est que le but de l'argent, c'est d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Et pas autre chose, c'est pas une fin en soi. Ça sert uniquement à ça, à s'offrir une plus grande liberté de choix, à s'offrir une plus grande sécurité matérielle, et à avoir une vie, on va dire, plus zen et plus sereine en termes d'énergie, de temps, de soins de soi, ainsi de suite. Et c'est important pour ça d'aller aux bons endroits. C'est pour ça que tu as écrit ton livre, c'est pour ça que j'ai créé Frico Féminin. C'est de pouvoir s'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes objectifs que nous, et qui vont nous soutenir dans notre vision et dans notre transformation. C'est le rôle des mentors, c'est le rôle des réseaux, et c'est le rôle justement de toutes ces structures qui peuvent vous aider à développer votre éducation financière. Complètement. Écoute, moi, quand j'ai commencé à investir, c'est vrai que j'avais pas du tout autour de moi des investisseurs, et c'est vrai que le discours que me renvoyait mon entourage immédiat n'était pas très engageant sur le sujet, parce qu'eux-mêmes n'avaient jamais investi, donc forcément ils me projetaient leur peur, ils me projetaient parfois leur jalousie aussi, parce qu'on voulait faire quelque chose de différent. Des fois les gens réagissent pas forcément bien. Bon, c'était pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'était soit effectivement un discours négatif, soit un discours qui m'apportait pas forcément de valeur et m'aidait pas non plus à avancer. Donc c'est vrai, quand on veut se développer financièrement, c'est important de s'entourer des personnes qui vont nous apporter de bonnes influences et, comme tu le dis, nous soutenir dans le développement de nos objectifs. Et il y a ce poncif du développement personnel, hein, qui
qui est une citation de Jim Rohn, je crois, qui est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et il y a une part de vérité dans cet adage, parce que il y a plein d'études en psychologie sociale qui ont montré des phénomènes d'influence évidents au sein des groupes. Et on sait aujourd'hui que qu'on va avoir tendance à adopter les opinions et les comportements des personnes qu'on fréquente régulièrement. Donc c'est vraiment clé de pouvoir aller au contact de personnes qui ont les mêmes objectifs, que ce soit en physique, à travers des événements comme des événements de réseautage ou des séminaires, mais aussi ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire de manière virtuelle, avec ta chaîne Frico Féminin par exemple, mais aussi en cherchant sur les réseaux sociaux, sur Internet, des personnes, des experts qui ont ce savoir-faire, qui ont atteint les objectifs qu'on a envie d'atteindre et qui peuvent nous apporter de manière quotidienne cette influence positive et ces connaissances dont on a besoin pour avancer vers Donc, ces très objectifs. concrètement, si vous êtes entouré de gens qui sont très très négatifs au sujet de l'argent, c'est peut-être une des choses qui vous plombe le plus. Alors ne rigolez pas, moi-même j'en suis passée par là. Je me suis rendu compte à un moment que je m'auto-sabotais en acceptant justement quelque part d'ingurgiter des messages qui étaient très négatifs sur ce sujet. Et quand j'ai arrêté, ça a véritablement transformé ma vie. J'imagine que c'est également ton cas, Karine. Moi je le vois aussi dans les couples. Quand il y en a un qui tire dans un Complètement. sens et l'autre qui tire dans l'autre, c'est absolument terrible. Ça empêche celui qui voudrait avancer d'avancer. Complètement. Non, c'est vrai qu'après, quand on parle d'entourage, souvent la personne la plus déterminante pour une femme dans sa trajectoire financière, c'est souvent son conjoint. Parce qu'effectivement, un conjoint qui va vous soutenir au quotidien dans le partage des tâches ménagères, qui va vous soutenir dans votre carrière si c'est quelque chose que vous avez envie de développer, qui va vous soutenir dans votre développement financier, c'est vraiment essentiel. Et vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui vous propulse ou quelqu'un qui justement vous tire en arrière. Donc c'est important de pouvoir bien choisir son conjoint et si les choix sont déjà faits, pouvoir s'assurer que le sujet de l'argent est quelque chose d'abordé de manière régulière et que les objectifs de l'un et de l'autre sont alignés et que la manière de gérer l'argent au quotidien dans le couple est Et là, discutée. justement, on vient d'évoquer un terme qui est important, c'est la question d'objectif. C'est la question de la projection. On se met à investir, on se met à gérer l'argent comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on a un projet de vie. Parce qu'on a décidé de reprendre en main sa vie et d'en prendre des rênes, d'être à 100% responsable de sa vie. Et ça, eh bien, il y a beaucoup de femmes quelque part, qui sont plus orientées vers la gestion des pots de yaourt, c'est-à-dire la gestion du quotidien. On le voit dans toutes les études, les femmes sont de très bonnes gestionnaires au quotidien, et les hommes s'occupent de l'investissement, c'est-à-dire de la projection. Or, mesdames, aujourd'hui, un couple sur deux se sépare. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans votre vie, c'est extrêmement important d'apprendre à vous projeter et à construire votre propre sécurité financière, que vous soyez en couple ou d'ailleurs que vous ne le soyez pas. Complètement, il y a un exercice que j'accompagne les lectrices à faire dans ce livre qui est celui de la trajectoire financière. Souvent, comme tu le dis, les gens ont tendance à regarder la gestion des finances comme une problématique du mois en fait. Comment est-ce qu'on atterrit en termes de budget, qu'est-ce qu'on dépense, etc. Alors qu'effectivement, il faudrait faire des projections sur des horizons de temps beaucoup plus longs. Moi, j'encourage à le faire sur l'échelle d'une vie entière et à regarder quels vont être les besoins financiers que l'on aura jusqu'à la fin de sa vie. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent, en réalité, ont surtout un problème d'anticipation. Parce que quand vous regardez les choses sur du long terme, avec les statistiques aujourd'hui qui sont disponibles, vous pouvez avoir une idée générale, en tout cas, des grandes étapes de votre vie et aussi vous pouvez décider du coût qu'elles vont avoir pour vous et ça vous permet justement de mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement qui vous permettent d'anticiper tout ça. Je donne un exemple, tu en as parlé tout à l'heure, celui de la retraite. On sait aujourd'hui qu'une femme va passer, de mémoire, je crois que c'est 25 ou 26 années de vie à la retraite et on sait à quel âge plus ou moins ça va se faire. Et en dépit de tout ça, les gens le savent, mais personne, peu de gens, trop peu de gens font l'effort de se dire comment je vais anticiper cette étape, avec quels moyens j'ai envie de vivre quand j'arriverai à cette période de ma vie, et alors que finalement c'est extrêmement prévisible.
Donc il y a tout un tas de manières de le faire, donc il faut déjà le savoir et se dire, ben voilà, avec combien d'argent je veux vivre quand j'arriverai à cet âge-là et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à préparer ces étapes qui sont essentielles. Je donne l'exemple de la retraite, mais ça s'applique à plein de choses. Par exemple, quand vous voulez avoir un enfant, on sait aujourd'hui quels vont être le coût d'un enfant à l'année, quels vont être le coût de ses études. Ça s'applique au mariage pour les gens qui sont un peu plus jeunes et qui envisagent de se marier un jour. On sait aussi, en moyenne, combien ça coûte. Pourtant, il y a très peu de gens qui se disent, ben, voilà, je vais peut-être commencer à préparer cette étape-là parce que c'est important pour moi. Donc voilà, c'est vraiment se donner un horizon de temps beaucoup plus long et définir les grands jalons financiers qui vont arriver dans notre vie et pouvoir se faire une estimation du coût de chacun et surtout comment on les anticipe. Je pense que c'est un exercice qui est fondamental et j'invite les lectrices à le faire le plus tôt Et puis, ça possible. permet aussi de se projeter sur la vie qu'on a envie d'avoir. C'est une feuille de route qui est intéressante pour le reste, parce que là, on parle du volet financier, mais c'est ça qui vous Complètement. permettra de vous dire qu'il faut que vous vous formiez, que voilà, vous pouvez lancer des nouveaux projets juste parce que ça vous fait envie. Moi, je vois que les femmes s'intéressent beaucoup au sujet financier, plutôt, on va dire, autour de 40 à 50 ans, justement, une fois qu'elles ont eu une première partie de vie, avec un parcours professionnel bien rempli, des enfants, de se dire, bon, bah, en fait, maintenant, et c'est souvent suite à un coup de pelle, entre guillemets. Donc, le coup de pelle, c'est le burn-out, la Exact. séparation, un problème physique quelconque qui les oblige à se dire, bah, en fait, j'ai pas voulu regarder ce sujet-là jusqu'à maintenant. Maintenant, je me construis une plus grande sécurité financière et je m'autorise à mettre en place des fonds aussi pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Parce que oui, le but de la vie n'est pas de la subir, mais on peut également se créer la vie qu'on a envie d'avoir. Je pense que toutes les deux, si à un moment on s'est décidé à se lancer dans l'investissement, c'était aussi pour ça. Enfin, moi, ça a été mon cas aussi de me dire, je sors de cette culture de la sursécurité pour me créer plus de liberté et d'épanouissement. Et justement, on en vient au sujet de l'investissement. Donc, ça y est, on commence à en parler, notamment dans des cercles féminins. Heureusement, parce que les femmes sont encore très peu nombreuses à investir. On l'expliquait. La première des choses, investir pourquoi? Eh ben, c'est pour financer son avenir et se construire une plus grande sécurité, une plus grande liberté de choix. Aujourd'hui, l'investissement est accessible, même si vous avez peu de temps et des petits moyens. Vous pouvez investir des petites sommes en bourse via le principe des intérêts composés qui vont se multiplier tranquillement avec le temps, le soir depuis votre smartphone quand les enfants sont couchés. Si vous avez peur de l'effet levier, de vous endetter, eh ben, vous pouvez investir dans des parts de SCPI. J'ai envie de dire, l'investissement n'a jamais été aussi facile et accessible qu'aujourd'hui. Complètement. Et c'est vrai que les femmes, comme tu le dis, sont les reines de l'épargne, mais quand il s'agit d'investir, elles se disent toujours qu'elles ont pas le temps, pas assez d'argent, que c'est pas pour elles, qu'elles n'y comprennent rien, etc. Alors que, comme tu le dis, c'est extrêmement accessible aujourd'hui. Moi, j'encourage vraiment les femmes à commencer là où elles sont, même avec des petites sommes, parce que, comme tu le dis, il y a des outils très simples à utiliser et avec l'effet des intérêts composés, en fait, on arrive sur des horizons de temps longs des résultats qui sont tout à fait honorables et je pense que c'est surtout une opportunité d'apprendre de manière progressive. Donc oui, il faut commencer là où on est avec un objectif simple, même si on ne dispose que de petites sommes, et se lancer dans cet apprentissage. Briser ce silence et ce tabou féminin autour de ce sujet et oser en parler. Oser en parler au sein de son couple. Je vois très très peu de couples. Moi, j'accompagne des personnes qui sont mariées. Les personnes se sont mariées, n'ont jamais parlé d'argent. C'est pas un sujet qui est facile parce qu'il est très chargé émotionnellement chez chacun. Donc c'est important de parler d'argent au sein de son couple, tout comme de parler du reste. C'est essentiel d'en parler au travail puisque c'est essentiel de renégocier son salaire régulièrement et notamment quand vous changez de job parce que si vous ne demandez rien, eh bien vous n'aurez rien. Le travail, c'est pas l'école, c'est pas les bons points, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir des bonnes notes pour voir votre augmentation rémunérée, il va falloir aller demander, ça s'appelle négocier. C'est aller parler avec votre banquier pour pouvoir négocier un emprunt bancaire, pour faire valoir ce qu'on appelle l'effet levier. Bref, il faut apprendre à parler d'argent tout le temps, et notamment aussi avec vos enfants, pour leur transmettre les bons messages et pour cesser ce tabou du fric. Complètement. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui diabolise l'argent. Il y a cet héritage judéo-chrétien qui fait qu'aujourd'hui, on pense que l'argent c'est mal et on l'associe à tout un tas de choses, mais pas à la vertu, ça c'est sûr. Et quand on est une femme, c'est la double peine parce qu'effectivement, on associe toujours les femmes qui osent parler d'argent à cette figure de la méchante.
je fais référence aux contes de fées avec lesquels on a grandi. Hein. Quand tu regardes les films de Disney, très souvent, la méchante, enfin la femme qui veut beaucoup d'argent, c'est souvent la figure de la marraine qui finit très mal et qui est jamais très sympa. Alors que de l'autre côté, on a la gentille fille qui fait le ménage sans jamais se plaindre et qui rend service à tout le monde gratuitement et qui finit toujours par être récompensée avec un prince, un beau château et un super mariage. Bon, dans la vraie vie, ça se passe pas exactement comme ça, comme tu le dis, si on n'aborde pas le sujet de manière frontale et si on ne demande rien, en général, on n'obtient rien. Comme tu dis, c'est le cas dans le cadre du travail, c'est le cas aussi dans les couples. Il y a les statistiques qui le montrent. Très souvent, l'organisation au sein des couples concernant l'argent se met en place sans que les conjoints en discutent, ce qui est complètement dingue quand on y pense. Et c'est important d'oser aborder ce sujet-là, de se débarrasser aussi des stéréotypes qu'on a sur les femmes qui assument de vouloir plus d'argent. C'est quelque chose de tout à fait légitime de vouloir s'occuper de sa santé financière, quel que soit le contexte, donc au travail, entreprise, dans le couple, mais aussi avec ses enfants. C'est être une compagne et une maman avisée que de parler d'argent et d'être une bonne gestionnaire. Complètement. Et tu parlais du sujet des enfants. Effectivement, éduquer ses enfants à l'argent est essentiel quand tu es une femme, parce qu'une grande partie de l'éducation des enfants repose aujourd'hui sur les femmes. Et j'accompagne à travers tout un chapitre qui parle de la transmission aux enfants, la manière dont on peut le faire à travers des jeux selon l'âge auquel l'enfant se situe, donc de 0 jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec lui pour lui transmettre les bonnes notions en matière d'argent. Mais il y a une chose qui est essentielle sur ce sujet, c'est que les enfants, très souvent, ne font pas ce qu'on dit, ils vont faire ce qu'on fait. Donc la première personne qu'il faut éduquer quand il s'agit d'argent et qu'il faut transformer, c'est vraiment soi-même, parce que c'est en ayant une situation confortable, en étant à l'aise avec ce sujet, en montrant les bons exemples en termes de comportement, qu'on va le mieux guider ses enfants. Moi, je suis maman et c'est un sujet où j'ai toujours voulu que ce soit extrêmement transparent et sans tabou vis-à-vis de ma fille, parce qu'en plus j'ai une fille à la maison, parce que moi, justement, j'ai pas du tout été élevée dans cette culture-là, et de parler de l'argent pas en des termes limitatifs, mais en se disant qu'en fait, tout ce qu'on veut vivre ou avoir, on peut l'avoir. La question, c'est juste une question de temps, d'horizon pour l'avoir, mais il faut jamais renoncer à ses rêves, ainsi de suite. Et je lui ai prouvé aussi que moi, tout ce que je voulais faire, vivre, ainsi de suite, et ben, je l'ai réalisé. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. J'ai pas lâché l'affaire pour autant. Un an n'a jamais été un an, mais ça verra le jour plus tard pour moi. Et du coup, je vois que arriver là, toi, elle va bientôt être adulte. Alors, en fait, sa vision de la vie est complètement différente de tout le monde parce qu'il n'y a pas grand-chose qui la limite, en fait. Et ça veut dire que quoi qu'elle ait envie de vivre, eh ben, elle le vivra. Et finalement, je pense qu'on est pas mal de mamans à juste vous souhaiter à nos enfants d'avoir une vie libre et de vivre la vie qu'ils ont envie d'avoir. Nous, on nous a plutôt quelque part transmis des facteurs restrictifs. Donc c'est très très important de transmettre d'autres messages. Et comme tu disais, en fait, on inspire par qui on est et pas par ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Il y a un point qui me semble essentiel et qui, à mon avis, est une raison de plus de s'intéresser à l'argent, en plus, effectivement, de s'offrir la vie qu'on souhaite. C'est que l'argent, c'est un chemin de développement personnel. Je pense que tu as dû l'éprouver aussi, mais le jour où tu te dis j'ai envie d'avoir une situation financière plus confortable, ça te pousse à te poser des questions que tu t'es peut-être jamais posées avant. Ça te pousse aussi à mettre en place des actions qui vont te permettre de devenir une meilleure personne. On parlait du réseau tout à l'heure, on parlait de la mise en place de projets, d'objectifs. Tout ça, en fait, ça va vraiment ça développe en tant que personne nos capacités de leadership, notre capacité à fédérer, notre capacité aussi à nous discipliner, à être déterminé. Et moi, ce que j'ai vraiment pu éprouver au cours de ce chemin-là, c'est un parcours de développement personnel qui a vraiment fait de moi une meilleure personne, quelqu'un de plus fort. Et j'encourage toutes les femmes à se lancer sur ce chemin-là parce que ça va vraiment ça ne peut que les révéler. Sur mon propre parcours,
avancer sur ce sujet, en fait, ça n'a pas été la question du comment, d'autant plus que moi je suis économiste, donc le comment je le maîtrisais. C'est le travail sur moi qui était le plus long, le plus douloureux, mais le plus important, quelque part. Et je le vois chez les personnes que j'accompagne. La plupart des personnes n'ont pas du tout confiance en elles au démarrage quand on se rencontre. Et c'est le fait de travailler avec moi qui forge cette confiance en elles, parce qu'elles ont quelqu'un à qui elles peuvent faire confiance. Elles se font confiance, elles agissent, et du coup, elles se rendent compte qu'elles peuvent aller plus loin. Et c'est absolument dingue de voir l'effet que ça a sur leur vie et sur tous les pans de leur vie et pas uniquement le domaine financier, parce que quand vous avez confiance en vous et que vous êtes parti, que vous avez commencé à marcher, on ne peut plus vous arrêter. C'est complètement ça. Et je pense que toutes les femmes devraient se lancer sur ce chemin-là parce qu'effectivement, comme tu dis, la confiance vient au travers de l'action et on a tous peur au début. Mais il faut se lancer là où on est et petit à petit avancer vers ses objectifs. Ça aussi, j'ai beaucoup de personnes qui disent oui, mais j'ai peur. En fait, Karine, on va le confirmer à tout le monde. Nous, on a peur tous les jours. Et pourtant, on avance, on le fait quand même. Et c'est pour ça qu'on est devenus les personnes qu'on est devenues aujourd'hui. Ne croyez pas qu'on n'a pas peur. En fait, on a peur tous les jours. Mais on a appris à gérer notre système nerveux vis-à-vis de la peur, à mettre en place un écosystème qui fait que c'est gérable pour nous et à avancer. Et maintenant, quand on regarde ce qui nous faisait peur, moi, quand je regarde ce qui me faisait peur il y a 5 ou 10 ans, ça me fait rigoler. Donc, dites-vous bien qu'en fait, c'est en avançant que vous n'aurez plus peur et que ça remettra en question l'analyse que vous y avez de votre peur, puisque tout à l'intérieur de votre corps est construit pour vous faire peur et vous empêcher quelque part d'amener du changement dans votre vie et de vous aller vers des choses qui pourraient vous paraître inconfortables. Donc c'est la même chose pour tout le monde et c'est une décision consciente à un moment de mettre en place des choses pour dépasser ça. C'était un plaisir pour toi d'écrire ce premier livre? Oui, tout à fait. C'était une expérience incroyable. Tu parles effectivement de prendre confiance en soi. Donc moi, j'avais toujours rêvé d'écrire un livre un jour quand j'étais enfant. Donc l'opportunité s'est présentée, j'ai eu cette envie-là et je me suis lancée sur ce projet-là sans savoir jusqu'où il irait. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de le voir en librairie, à la FNAC, un peu partout. Et surtout d'avoir des premiers retours des lectrices qui sont extrêmement positifs. Donc, il s'appelle Le Guide d'émancipation financière. Il est sorti aux éditions Duno, du groupe Hachette. Et c'est un livre qui va en 10 leçons vous permettre d'aborder les différentes notions clés autour de l'argent et de mettre en place vos objectifs pour avancer vers une meilleure situation, pour pouvoir investir dans l'immobilier, faire de l'investissement financier, apprendre à transmettre à vos enfants également, apprendre à gérer aussi l'argent à l'intérieur du couple, envisager aussi l'impact juridique des modes d'union que vous allez choisir ou que vous avez déjà choisi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je suis sûre qu'on va en avoir inspiré beaucoup par nos histoires. Et je vous invite à nous mettre un pouce si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir cette création de contenu, à nous laisser justement vos interrogations, vos commentaires pour qu'on puisse y répondre et je les transmettrai également à Karine. Je mettrai un lien justement pour que vous puissiez avoir accès et acheter le livre de Karine. Moi, j'ai pris un grand plaisir à le lire. Je l'ai dévoré en 2 soirées. Et n'hésitez pas non plus à aller poser vos questions à Karine directement sur les réseaux sociaux. Sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci beaucoup, Ophélie.